Il s'agit certainement du plus grand scandale du XVIIIe siècle. L'affaire dite du collier de la reine est une vaste arnaque qui a fortement et très injustement éclaboussé une reine déjà impopulaire, Marie-Antoinette. Ce vaste scandale qui a explosé au grand jour constitue l'un des éléments déclencheurs des foudres révolutionnaires aboutissant à la chute de la monarchie française. Dans cette nouvelle vidéo, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir une histoire à la fois passionnante et tragique. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Petite pause avant de commencer la vidéo. Suite au succès rencontré par le premier numéro imprimé de Collectissime Magazine, je tenais à vous informer qu'il ne reste que quelques exemplaires disponibles à la vente. Donc n'hésitez pas à commander le vôtre, je vous mets le lien en description. En 1772, Louis XV souhaite faire un cadeau exceptionnel à sa dernière favorite, Madame du Barry. Il charge alors deux joailliers, Charles-Auguste Baumer et son associé Paul Bassange, couramment appelés les Baumeurs, de créer un collier d'une richesse inégalable. Marchands parisiens renommés, Baumer et Bassange sont établis place Louis le Grand. Anciens joailliers de la cour de Pologne, ils comptent la cour de France et de nombreux souverains étrangers parmi leurs clients. Sûrs de leur coût, ils financent seuls la fabrication du collier en s'endettant considérablement. Le projet prend du temps en raison de la difficulté à rassembler les diamants de la pureté voulue. Mais malheureusement pour eux, Louis XV meurt en 1774 et Madame du Barry est exilée. La fabrication du collier est enfin achevée en 1778. Véritable chef-d'œuvre, ce grand collier en brillant d'après son appellation officielle adopte une composition élaborée, dite en esclavage. Un rang de 17 diamants de 5 à 8 carats forme un 3/4 de cou qui se ferme dans le dos par des bandelettes de soie. Il soutient 3 guirlandes ornées de 6 pendentifs sertis de diamants taillés en poire dans un entourage de perles fines. Sur les deux côtés, les deux longs rubans de 2 rangs de diamants et un rang de perles passent sur les épaules et retombent dans le dos. Les 2 rubans du milieu se croisent à la naissance de la poitrine sur un diamant de 12 carats entouré de perles. Les rubans se terminent par des franges de diamants surmontées de nœuds émaillés. Le collier est absolument superbe. Il compte une centaine de perles, 674 diamants pour un total de 2840 carats. Au moment où commence le règne de Louis XVI en 1774, la situation économique est désastreuse. Les dépenses dépassent les recettes de 22 millions. Par le jeu des intérêts, des emprunts et des dépenses sans justification, l'État doit 235 millions immédiatement exigibles. Au total, ce sont 335 millions qui font défaut dans les caisses de la monarchie. Au bord de la faillite et désespérés, c'est dans ce contexte que les deux joailliers proposent le collier avec insistance à Marie-Antoinette pour la somme colossale de 1 600 000 livres, soit approximativement 27 513 000 euros. Le goût de la reine pour les pierreries est notoire et lui vaut d'ailleurs les réprimandes de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse. Louis XVI, lui-même un excellent connaisseur, souhaite lui offrir le collier, mais Marie-Antoinette refuse. Selon Madame Campan, elle déclare que l'argent serait mieux employé à la construction d'un navire alors que la France vient de s'allier aux insurgents américains. Elle ajoute que ce collier ne lui serait que de peu d'usage car elle porte des parures de diamants uniquement 4 à 5 fois par an. Enfin, ce lourd collier qui ressemble à ceux du règne précédent ne sont pas au goût de Marie-Antoinette qui l'aurait même comparé à un harnais pour chevaux. Après avoir essayé de placer leur collier auprès des cours européennes, celles d'Espagne, d'Angleterre, des Deux-Siciles, de Toscane ou de Russie, les joailliers tentent une nouvelle fois de le vendre à Marie-Antoinette après la naissance du dauphin Louis-Joseph en 1781. Louis XVI est prêt d'accepter, mais la défaite des Saintes éloigne à nouveau le projet. L'année suivante, Baumer se jette aux pieds de la reine en menaçant de mettre fin à ses jours. Marie-Antoinette refuse une nouvelle fois d'acheter ce collier. Elle conseille aux joailliers de dessertir les diamants pour revendre les plus gros à un bon prix. Elle rétorquera même « Ne m'en parlez donc jamais, tâchez de le vendre et ne vous noyez pas ». Louis-René-Édouard de Rohan devient chanoine à l'âge de 9 ans au sein de l'évêché de Strasbourg. À 26 ans, il est consacré évêque, puis prince-évêque un an plus tard. Poète et philosophe, il est élu à l'Académie française en 1761 à l'âge de 27 ans. Mais le cardinal a quelques vices, il aime l'argent et les femmes. Le cardinal de Rohan est nommé ambassadeur de France à Vienne et mène une vie de débauche dépensant sans compter et exhibant ses nombreuses maîtresses. Il avait espionné le courrier entre Marie-Antoinette et sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, ce qui lui attira la haine de la nouvelle reine de France. Après son rappel de Vienne, le cardinal est donc en disgrâce auprès de la reine Marie-Antoinette, et sur les conseils de sa mère Marie-Thérèse d'Autriche, elle l'écarte de son cercle pour ses mœurs licencieuses. Soucieux de regagner sa confiance, le cardinal est absolument prêt à tout. Le prince Louis de Rohan est cependant nommé grand aumônier en 1777. Le grand aumônier avait un rôle symbolique comme l'ecclésiastique le plus important de la cour. Le grand aumônier faisait communier le roi, célébrait les baptêmes et les mariages des princes. Malgré l'opposition farouche de Marie-Antoinette, il devient abbé de la richissime abbaye de Saint-Vaast près d'Arras, puis ordonné cardinal grâce à l'intervention du roi de Pologne.
Le cardinal de Rohan ne renonce cependant pas à son ancienne vie, et c'est sous cette nouvelle titulature qu'il rencontre notre deuxième protagoniste, Jeanne de Valois-Saint-Rémy. Jeanne de Valois-Saint-Rémy, lointaine descendante d'un bâtard du roi Henri II, est également connue sous le nom de comtesse de la Motte par son mariage avec Nicolas de la Motte et sous celui de comtesse de la Motte-Valois par usurpation de titulature nobiliaire. En 1780, Jeanne épouse à Bar-sur-Aube un jeune officier, Nicolas de la Motte. Le ménage, peu après, usurpe le titre de comte et comtesse de la Motte. Jeanne ne se fait plus désormais appeler que comtesse de la Motte-Valois. Le mariage entre Jeanne et son mari fut un échec, mais ils continuèrent à vivre ensemble. Jeanne prit un amant, Louis-Marc-Antoine Rétaux de Villette, un gigolo. Son mari s'avérant très vite incapable de subvenir aux besoins du couple, la comtesse eut l'idée de s'appuyer sur son ascendance pour obtenir des avantages financiers. Fréquentant le château de Versailles où chacun, pourvu qu'il fût habillé décemment, pouvait pénétrer, elle essaya à maintes reprises de se faire présenter à la reine Marie-Antoinette. Celle-ci, prévenue de sa réputation douteuse, n'aurait jamais accepté. En 1783, la protectrice de Jeanne, Madame de Boulainvilliers, la fait entrer en contact avec le cardinal dont elle deviendra la maîtresse. Elle avait fait courir le bruit qu'elle avait les faveurs de la reine, et réussit à redonner espoir au cardinal qui cherchait à par tous les moyens à retrouver la confiance de Marie-Antoinette. Louis-Marc-Antoine Rétaux de Villette est né à Lyon en 1754. Il est le dernier né d'une famille de petite noblesse qui n'a pas les moyens financiers de l'établir à la hauteur de son rang social. On retrouve sa trace à Paris vers 1778, à l'âge de 19 ans, sous l'identité de comte de Villette, titre qu'il usurpe à son frère aîné. Il vit alors de proxénétisme, recrutant de jeunes femmes qu'il confie au tenancier d'un lupanar qui le rémunère en contrepartie. On pense qu'il doit aussi se prostituer lui-même pour s'en sortir financièrement. C'est pendant cette période que Villette développe un talent pour la contrefaçon, en réalisant de fausses lettres de change et en exerçant du chantage sur ses clients. Les deux joailliers, dans l'impossibilité de vendre leurs colliers, sont absolument désespérés. En effet, à cette époque, il existe très peu de personnes capables de payer la somme demandée. L'histoire de ce collier extraordinaire s'ébruite au château de Versailles et arrivera aux oreilles de la comtesse de la Motte-Valois, alors amante du cardinal de Rohan et du comte de Villette, toujours en quête d'un moyen de s'enrichir et de s'élever socialement. La comtesse avait déjà mis en place un stratagème avec son deuxième amant pour soutirer de l'argent au cardinal de Rohan. Elle avait fait croire au cardinal qu'elle était devenue une intime de la reine. Ce dernier, en disgrâce, souhaitait à tout prix retrouver ses faveurs. La comtesse de la Motte fit alors espérer au cardinal un retour en grâce auprès de la souveraine. Ayant de gros besoins d'argent, elle commença par lui soutirer au nom de la reine 60 000 livres qu'il lui accorda, tandis que la comtesse lui fournissait des fausses lettres reconnaissantes de la reine, annonçant la réconciliation espérée, tout en repoussant indéfiniment les rendez-vous successifs demandés par le cardinal pour s'en assurer. Derrière ces fausses lettres, Louis-Marc-Antoine Rétaux de Villette, qui, grâce à ses talents de faussaire, imite parfaitement l'écriture de la reine. Il réalise pour sa maîtresse de fausses lettres signées Marie-Antoinette de France, alors que la reine ne signait que Marie-Antoinette, les reines de France ne signant que de leur prénom. Les nombreuses demandes d'argent commencent à inquiéter le cardinal de Rohan. Il devient très insistant et demande à son amant de lui organiser une entrevue avec la reine. La comtesse se retrouve alors dans une position très délicate, et sa supercherie risque d'éclater au grand jour. Mais c'est alors qu'un miracle se produit. Son mari officiel, le comte de la Motte, avait découvert qu'une prostituée, appelée Nicole Le Guay, s'était forgé une réputation à cause de sa ressemblance avec Marie-Antoinette. La comtesse de la Motte la reçoit et la convainc de bien vouloir, contre une somme de 15 000 livres, jouer le rôle de la reine lors d'un rendez-vous organisé. La nuit du 11 août 1784, le cardinal de Rohan se voit confirmer un rendez-vous avec la reine au bosquet de Vénus dans le jardin de Versailles à 11 h du soir. Là, Nicole Le Guay, déguisée en Marie-Antoinette dans une robe de mousseline à pois, le visage enveloppé d'une gaze légère noire, l'accueille avec une rose et lui murmure un « Vous savez ce que cela signifie. Vous pouvez compter que le passé sera oublié. » Avant que le cardinal ne puisse poursuivre la conversation, la comtesse de la Motte apparaît avec Rétaux de Villette, avertissant que les comtesses de Provence et d'Artois, belles-sœurs de la reine, sont en train d'approcher. Ce contretemps inventé abrège l'entretien. Le lendemain, le cardinal reçoit une fausse lettre de la reine regrettant la brièveté de la rencontre. Le cardinal de Rohan est définitivement conquis. Sa reconnaissance et sa confiance envers la comtesse de la Motte sont inébranlables. C'est alors que l'histoire du collier de diamants refusé par la reine Marie-Antoinette arrive aux oreilles de la comtesse de la Motte, qui voit l'occasion de réaliser le coup de sa vie, escroquer le cardinal de près de 1 600 000 livres.
Le 28 décembre 1784, se présentant toujours comme une amie intime de la reine, Madame de la Motte rencontre les joailliers Baumer et Bassange qui lui montrent le collier de 2840 carats de diamants qu'il souhaite vendre par tous les moyens. Elle déclare au joaillier qu'elle va intervenir pour convaincre la reine d'acheter le bijou, mais par le biais d'un prête-nom. De fait, le cardinal de Rohan reçoit en janvier 1785 une nouvelle lettre, toujours signée Marie-Antoinette de France, dans laquelle la reine lui explique que ne pouvant se permettre d'acquérir ouvertement le bijou, elle lui fait demander de lui servir d'entremetteur, s'engageant par contrat à le rembourser en versements étalés dans le temps, 4 versements de 400 000 livres. Le cardinal demande alors conseil à son amante, qui lui assure que s'il accepte, la reconnaissance de la reine ne connaîtra plus de limite. Les faveurs pleuvront sur la tête du cardinal, la reine le fera même nommer par le roi Premier ministre. Le 1er février 1785, convaincu, le cardinal signe les 4 traites et se fait livrer le bijou qu'il va porter le soir même à Madame de la Motte dans un appartement qu'il a loué à Versailles. Devant lui, elle le transmet à un prétendu valet de pied portant la livrée de la reine, qui n'est autre que Rétaux de Villette. Pour avoir favorisé cette négociation, Madame de la Motte bénéficiera même de très beaux cadeaux de la part du joaillier. Immédiatement, les escrocs dessertissent maladroitement les diamants au couteau. Jeanne charge Rétaux de Villette de commencer à vendre les premiers diamants, mais celui-ci rencontra certaines difficultés. En effet, les diamants sont d'une qualité exceptionnelle et d'un poids important, et la somme demandée par de Villette est dérisoire par rapport à la valeur réelle, ce qui interpelle de suite les différents diamantaires. Il est arrêté les poches pleines de diamants. Quelque temps après son passage chez les différents marchands, un bijoutier nommé Atlan était venu trouver l'inspecteur de police du quartier Montmartre, Brunière, pour lui dire qu'un dénommé Rétaux de Villette colportait des brillants chez les marchands et les juifs, les offrant à si bas prix qu'on ne pouvait pas les acheter, soupçonnant un vol. Brunière fait alors une perquisition chez Rétaux de Villette dans l'appartement au 5e qu'il occupe rue Saint-Louis au Marais. Il l'oblige à faire une déclaration chez le commissaire du quartier. Confus, hésitant, Rétaux de Villette finit par avouer qu'il tient les diamants d'une dame de qualité, parente du roi, la comtesse de Valois-la-Motte. Cette dernière se rend compte que vendre les diamants à Paris est une folie, et demande à son mari de se défaire en Angleterre de la majeure partie du collier, et d'autre part, elle insiste pour que Rétaux aille vendre des brillants en Hollande. Le comte de la Motte partit donc pour Londres en présentant les diamants comme provenant d'une boucle de ceinture, depuis longtemps dans sa famille, un bijou démodé et dont il désirerait se séparer. Pour brouiller les pistes et éviter de se faire repérer, il décide d'adopter une stratégie différente, préférant échanger les diamants contre des objets ou les faire remonter en bijoux afin de les revendre. Il entre alors en rapport avec les principaux bijoutiers de Londres, Robert et William Gray, associés dans New Bond Street, et Nathaniel Jefferies, joaillier dans Piccadilly. Le comte se présentait les mains pleines de brillants du plus grand prix. Quelques-uns, dirent les bijoutiers, étaient endommagés comme s'ils avaient été arrachés d'une parure par une main hâtive et maladroite avec un couteau. C'étaient les diamants du collier. Les joailliers les reconnurent plus tard au dessin qui leur fut transmis par les soins de Baumer et Bassange. Cependant, la Motte les offrait tellement au-dessous de leur valeur que, à leur tour, les bijoutiers anglais soupçonnèrent un larcin. Ils firent prendre des informations par l'ambassade de France, mais comme il n'était toujours question d'aucun vol de diamants, ils consentirent à négocier, et ils achetèrent à la Motte des brillants pour plus de 240 000 livres. D'autres, s'élevant à une valeur de 60 000 livres, furent laissés par le comte entre leurs mains pour être montés en bijoux de diverses sortes. D'autres, enfin, représentant une somme de 8 000 livres sterling, furent échangés à la hâte contre les objets les plus divers, dont nous avons la liste. Un assortiment de montres avec leurs chaînes, des boucles de rubis, des tabatières à miniature, des colliers de perles, des pendants d'oreilles et une bague en brillant. Ainsi, la majeure partie du collier fut vendue, échangée ou laissée entre les mains des bijoutiers Gray et Jefferies. De son côté, Madame de la Motte vend des diamants à Paris pour 36 000 livres à un joaillier. Elle avait une dette de 12 650 livres chez Régnier, son joaillier, dont elle s'acquitte à cette date, non pas en espèces mais en diamants. De plus, elle lui en vend pour 27 540 livres et lui en confie pour 50 000 livres afin qu'il compose diverses parures. Au mois de juin, elle lui en porte encore pour 16 000 livres, lui disant cette fois-ci qu'elle est chargée de les vendre pour une de ses amies. Elle se libère en diamants d'une dette contractée chez le sieur Mardoché rue aux Ours. Elle achète, payant toujours en diamants, des chevaux, des voitures, des livrées, 2 pendules, dont l'horloger Furet reçoit 2700 livres en 2 brillants. Et malgré tous ces diamants répandus de toutes parts, Régnier voit encore chez elle un écrin de brillants qu'il estime à près de 100 000 livres. Jeanne prépare également le retour de son mari, ainsi que son impressionnant changement de train de vie, en annonçant à tous que son mari revenait d'Angleterre après avoir fait des gains importants aux courses. En effet, ce dernier revient de Londres avec des chevaux, des livrées, des carrosses, des meubles, des bronzes, des marbres, des cristaux, un luxe éblouissant. Le couple retourne s'installer à Bar-sur-Aube, qu'il décide de meubler avec faste, tapisserie, mobilier, bronze, lustre en cristal. On raconte que les époux de la Motte eurent même 6 voitures et 12 chevaux.
Le comte et la comtesse donnaient fête sur fête, réception sur réception. Ils tenaient table ouverte. Le luxe dans la maison était tel que les gens du pays n'avaient jamais rien vu de pareil. Mais ils avaient tous connu la misère de Nicolas de la Motte et celle de Jeanne de Valois. Pendant ce temps, la première échéance est attendue par le joaillier et le cardinal pour le 1er août. Toutefois, l'artisan et le prélat s'étonnent de constater qu'en attendant, la reine ne porte pas le collier. Madame de la Motte les assure qu'une grande occasion ne s'est pas encore présentée et que d'ici là, si on leur parle du collier, ils doivent répondre qu'il a été vendu au sultan de Constantinople. En juillet cependant, la première échéance approchant à grande vitesse, le moment est venu pour la comtesse de gagner du temps. Elle demande au cardinal de trouver des prêteurs pour aider la reine à rembourser. Elle aurait en effet du mal à trouver les 400 000 livres qu'elle doit à cette échéance. Mais ce sont les deux bijoutiers qui vont précipiter le dénouement. Ayant eu vent des difficultés de paiement qui s'annoncent, ils se rendent directement chez la première femme de chambre de Marie-Antoinette, Madame Campan, et évoquent l'affaire avec elle. Celle-ci tombe des nues et naturellement va immédiatement rapporter à la reine son entretien avec Baumeur. Marie-Antoinette, pour qui l'affaire est incompréhensible, charge le baron de Breteuil, ministre de la maison du roi, de tirer les choses au clair. Le baron de Breteuil est un ennemi du cardinal de Rohan, ayant notamment convoité en vain son poste d'ambassadeur à Vienne. Découvrant l'escroquerie dans laquelle le cardinal est impliqué, il compte bien lui donner toute la publicité possible pour lui nuire. La comtesse, sentant les soupçons, s'est entre-temps arrangée pour procurer au cardinal un premier versement de 35 000 livres, grâce aux 300 000 qu'elle a reçus pour la vente du collier, et dont elle s'est déjà servie pour s'acheter une gentilhommière. Mais ce versement d'ailleurs dérisoire est désormais inutile. Parallèlement, la comtesse informe les joailliers que la prétendue signature de la reine est un faux, afin de faire peur au cardinal de Rohan et l'obliger à régler lui-même la facture par crainte du scandale. Le roi est prévenu de l'escroquerie le 14 août 1785. Le 15 août, alors que le cardinal, qui est également grand aumônier de France, s'apprête à célébrer en grande pompe la messe de l'Assomption dans la chapelle du château de Versailles, il est convoqué dans les appartements du roi en présence de la reine, du garde des sceaux Miroménil et du ministre de la maison du roi Breteuil. Il se voit sommé d'expliquer le dossier constitué contre lui. Le prélat comprend qu'il a été berné depuis le début par la comtesse de la Motte. Sur le coup, il ne peut s'expliquer. Le roi lui prête son bureau afin qu'il prépare sa défense et ses arguments. Pendant ce temps, Marie-Antoinette, très en colère et impulsive, sans penser aucunement aux conséquences, demande à Louis XVI d'envoyer le cardinal de Rohan le soir même à la Bastille. Rohan, revenu avec son écrit, commence à subir les questions du roi. « Avez-vous le collier » lui demande-t-il. Stupéfait, Rohan répond non en regardant la reine qui se détourne dédaigneusement. La reine ajoute « Et comment avez-vous pu croire que moi, qui ne vous ai pas adressé la parole depuis 10 ans, j'aurais pu m'adresser à vous pour une affaire de cette nature ?» Le cardinal tente de s'expliquer. « Mon cousin, je vous préviens que vous allez être arrêté, lui dit alors le roi. Le cardinal le supplie de lui épargner cette humiliation. Il invoque la dignité de l'Église, le nom des Rohan, le souvenir de sa cousine la comtesse de Marsan qui a élevé Louis XVI. Le roi hésite, mais devant la pression de Marie-Antoinette à ses côtés, il se retourne vers le cardinal. « Je fais ce que je dois en tant que roi, et en tant que mari. Sortez !» Au sortir des appartements du roi, il est arrêté dans la galerie des glaces au milieu des courtisans médusés. Alors que la cour est sous le choc, il demande à un ecclésiastique s'il a du papier et un crayon, puis d'aller trouver son grand vicaire pour lui remettre cette missive écrite à la hâte, afin que ce dernier brûle les lettres que Marie-Antoinette lui aurait fait parvenir. Par cette grande arrestation, car le nom de Rohan est de grande noblesse, la cour est scandalisée. Mais Marie-Antoinette est persuadée d'être couverte d'éloges. Cependant, le soir même, devant la froideur de la cour à son égard, elle sent toutefois confusément qu'il vient de commettre une erreur qui lui coûtera très cher. Le cardinal est emprisonné à la Bastille. Il commence immédiatement à rembourser les sommes dues, en vendant ses biens propres, dont son château de Coupvray. Jusqu'en 1881, les descendants de ses héritiers continueront de rembourser les descendants du joaillier. La comtesse de La Motte est arrêtée. Son mari s'enfuit à Londres où il bénéficie du droit d'asile avec les derniers diamants, Rétaux de Villette étant déjà en Suisse. Puis c'est au tour de Nicole Le Guet d'être arrêtée à Bruxelles avec son amant dont elle est enceinte. Le 22 mai 1786, le procès public s'ouvre devant les 64 magistrats et la grande chambre du Parlement. Le cardinal de Rohan choisit comme avocat Jean-Baptiste Targuet dont la plaidoirie retentissante le rendra célèbre et lui permettra d'être élu, moins de 3 ans plus tard, député de Paris du tiers-état. Le 30 mai 1786, le Parlement rend son verdict face à une presse qui se déchaîne. Le cardinal est acquitté, aussi bien pour l'escroquerie que pour le crime de lèse-majesté envers la reine. La comtesse de La Motte, elle, est condamnée à la prison à perpétuité à la Salpêtrière, après avoir été fouettée et marquée au fer rouge. Son mari est condamné aux galères à perpétuité par contumace, et Rétaux de Villette est banni du royaume. La reine, désormais consciente que son image s'est dégradée auprès de l'opinion, obtient donc du roi qu'il exile le cardinal de Rohan à l'abbaye de la Chaise-Dieu, après l'avoir démis de son poste de grand aumônier. On entendit alors partout dans Paris, le Parlement l'ayant purgé,
le roi l'envoya à la chaise. Ce n'est que 3 ans plus tard que le roi l'autorisera à retrouver son diocèse de Strasbourg. Bien que Marie-Antoinette ait été étrangère à toute l'affaire, l'opinion publique ne voulut pas croire à l'innocence de la reine. Accusée depuis longtemps de participer par ses dépenses excessives au déficit du budget du royaume, elle subit à cette occasion une avalanche de critiques sans précédent à travers des pamphlets dans lesquels l'Autrichienne ou l'Autrichienne se faisait offrir des diamants pour le prix de ses amours avec le cardinal. Madame de la Motte, qui a nié toute implication dans l'affaire, reconnaissant seulement être la maîtresse du cardinal, parvient à s'évader de la salpêtrière et publie à Londres un récit dans lequel elle raconte sa liaison avec Marie-Antoinette, la complicité de celle-ci depuis le début de l'affaire et jusqu'à son intervention dans son évasion. Par le discrédit qu'il jeta sur la cour dans une opinion déjà très hostile et le renforcement du Parlement de Paris, ce scandale aura pour certains directement sa part de responsabilité dans le déclenchement de la Révolution française 4 ans plus tard et dans la chute de la royauté. Goethe écrit « Ces intrigues détruisirent la dignité royale. Aussi, l'histoire du collier forme-t-elle la préface immédiate de la Révolution. Elle en est le fondement. Pour ce qui est des diamants, on ne sait pas à ce jour ce qu'ils sont devenus. Ils ont probablement été remontés sur d'autres bijoux et dispersés à travers le monde.